Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et oui, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures des histoires exclusives. Installez-vous, on va commencer rapidement avec la première histoire. Bonsoir la communauté DMG. Je bénis cette communauté avec 1 Chronique 4:9, la prière de Jabez. Que Dieu agrandit ce système. Que Dieu chasse la tentation loin de nous. J'envoie les anges pour entourer ce concept. Tout ce qui veut se heurter à ce jeune homme, que le feu de Dieu les entoure, les dévore. Amen. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais je ne réside plus là-bas. Quand j'étais jeune, mon père, il avait assez les sous. Il avait marié assez de femmes. Je viens d'une famille musulmane. Et ma mère, elle n'était pas heureuse, donc elle voyageait. Et elle me laissait avec sa coépouse. Un jour, ma mère me manquait. Je regardais la route. Je n'ai rien compris, je suis allée me coucher. Le lendemain, je me réveille, ma bouche est penchée. Et la dame, elle m'a posé des questions avec d'autres personnes. J'ai été bien bastonnée. Finalement, on m'appelait la fille à la bouche penchée. Et je suis restée comme ça. Au fur et à mesure, ça s'est redressé. Et Dieu merci, je me suis retrouvée dans le pays de Long Sam. Et après, quand j'ai eu mes papiers, je suis allée rendre visite au pays. Bizarrement, arrivé là-bas, les 2 enfants de la dame, elle a fait 3. Les 2 enfants de la dame avaient les bouches penchées. Les enfants étaient déjà grands, mariés avec des enfants. Un jour, ils se sont réveillés avec les bouches penchées. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont les bouches penchées. Une fille et un garçon. C'est pour dire que Exodus 14:14, quand Dieu veut faire ton palabre, il le fait sans que tu n'enlèves tes habits. Par conséquent, soyez patients. Ne jugez pas et ne faites pas vous-même vos palabres. C'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Et je suis ce concept depuis le premier jour. Bravo, monsieur. Merci beaucoup pour l'histoire et là on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la famille DMG et bonsoir à toute la communauté DMG. Alors, j'ai une histoire à raconter. Aujourd'hui, il y a une femme qui a raconté une histoire dans votre émission et ça m'a rappelé ma propre histoire. Alors, quand j'étais petite, disons quand j'étais bébé, bon, je suis une fille très mignonne avec beaucoup de cheveux. Et donc, quand j'étais petite, ma maman m'avait amenée à l'hôpital. Et en rentrant de l'hôpital, il y avait une dame qui était là. Et ma maman m'avait porté le chapeau en laine, là, les chapeaux qu'on tricote en laine. Et le chapeau avait une corde, du coup on attachait au cou du bébé. Mon maman m'avait attaché ça, mais comme je dormais, le chapeau a glissé et mes cheveux étaient dehors. Du coup, la dame avait dit à ma maman, il faut essayer de couvrir les cheveux de ta fille, parce que si les gens voient, c'est pas bien. Et ma maman, bon, elle ne savait pas. Du coup, la dame a dit, attends, je vais t'aider à couvrir. Comme moi, j'étais au dos de ma maman. Donc, la dame était venue, elle m'a fait porter le chapeau.
Arrivé à la maison, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Ma maman s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comme je ne me sentais pas bien déjà, elle pensait que c'était la maladie. Mais je pleurais plus que d'habitude. Du coup, ma maman a fait appel à ma grand-mère. À ma grand-mère, c'est-à-dire sa maman à elle. Et ma grand-mère était venue à la maison. Elle était venue avec des... On est africain, donc elle était venue avec des gris-gris. Et mon papa, lui, il n'aime pas du tout l'histoire des gris-gris. Lui, ça seulement, ça ne marche pas chez lui. Parce que c'est un pasteur. Et donc, il était question de m'amener à l'hôpital. Parce que je pleurais tellement. Donc, ma grand-mère et ma maman m'ont prise et elles ont pris un taxi. Du coup, dans le taxi, j'étais morte. Mais vraiment morte, quoi. Parce que je ne bougeais plus. J'ai arrêté de pleurer et je ne bougeais plus. Donc, ma maman était effrayée et tout ça. Heureusement que ma grand-mère était là. Du coup, ma grand-mère m'a fait des massages cardiaques et tout ça. Et puis, les gris-gris qu'elle a apportés. Elle a fait ça sur moi et tout. Et après, je me suis réveillée. Donc, c'était ma petite histoire. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vraiment, ça fait pas longtemps que je vous ai découvert. Et franchement, l'histoire de cette dame m'a vraiment rappelé mon histoire. Et c'est pourquoi j'ai décidé de la partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir ou bonjour DMG. Par rapport à l'heure à laquelle tu trouveras ce message. Alors, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire qui s'est produite dans un quartier qu'on appelle Sangolo, ici à Brazzaville. Un quartier qui se trouve dans la zone australe du pays. Alors, ce quartier-là est souvent réputé de comment je pourrais dire, en fait, les gens de ce quartier ont cette vieille habitude d'enterrer leurs proches dans leur parcelle. Donc, il y a un monsieur qui venait d'acheter une parcelle, mais ne sachant pas que cette parcelle-là, il y avait une tombe là-dedans. Et bien même les propriétaires de cette parcelle n'ont pas pu mentionner cela, ne l'ont pas mentionné. Donc ils ont omis de mentionner que la parcelle là, il y avait la tombe de leur défunt père qui était là-bas. Donc du coup, le monsieur a pris le soin de construire sa maison à l'endroit même de la tombe. Il a construit sa maison. Finissant, après avoir construit la maison, on s'installe. Or, le salon était choisi pique à l'endroit où il y avait la tombe. Donc du coup, il a construit et tout ça là et tout. Il a décidé d'aménager. Et quand il vient pour aménager, quelques temps après, lui, madame et ses enfants, il commençait à avoir des bruits au salon. Il commençait à ressentir qu'il y a des ombres au salon. Hein. C'est comme s'il y avait des gens au salon. Quand même quand ils laissaient leur nourriture sur la table, ils avaient l'impression qu'il y a quelqu'un qui mangeait cela. Donc, depuis la chambre, ils pouvaient sentir qu'il y a quelqu'un qui est à table qui mange. Alors que c'était pas eux, les habitants de cette maison, qui le faisaient. Donc, ça se répétait des fois tard dans la nuit ou bien dans la nuit.
On venait frapper à la porte. Quand ils vont ouvrir, il n'y a personne. Quand ils vont ouvrir au portail, il n'y a personne. Mais ça, c'est qui s'amuse à faire ça ou qui est rentré dans la parcelle. Du coup, le monsieur, vu que ça persistait, il a décidé de faire appel au naturopathe. Et un naturopathe est venu. Il a commencé à faire ses trucs. Et quand il a commencé à faire ses trucs, ben, il est tombé direct sur le monsieur, donc le propriétaire de la parcelle, le monsieur qu'on avait enterré dans la parcelle. Et le monsieur lui dit carrément, mais moi, ils ont construit leur maison sur ma tombe. Donc moi, je ne peux pas accepter cela. Moi, je me sens étouffé. Ce qui est là, c'est que cette maison-là doit être cassée. Parce que il peut pas construire une maison sur une tombe. Moi, ça ne me plaît pas. Du coup, je suis mal à l'aise. Il faudrait qu'on casse cette maison pour que les choses aillent mieux. Sinon, je continuerai à le déranger. Le naturopathe, saisi de cette information, fait part de cela au propriétaire de la parcelle. Le nouveau propriétaire lui fait part de ça. Mais la maison que tu as construite là, tu l'as construite sur une tombe. Donc du coup, le défunt réclame que tu puisses casser ta maison. Et ça, c'est le nouveau propriétaire qui dit, mais ça peut pas marcher. Voyez vous-même comment est-ce que la maison, elle est gigantesque. Donc je vais la casser parce que lui, il réclame que je le fasse et je ne peux pas le faire. En tout cas, pour ça, il a menti. Du coup, le naturopathe lui dit, mais si tu ne le fais pas, il va toujours te déranger. Le gars qui dit, c'est ce qu'on va voir. Le naturopathe est parti. À un moment, ça commence à devenir pire des dérangements. Jusqu'à ce que le monsieur a fui la parcelle là, lui et sa famille. Cette parcelle est restée déserte, il n'y a personne qui entre, personne n'y vit. Elle est restée comme ça et pourtant c'est une parcelle bien située, juste au bord du goudron. Mais vraiment, elle est restée comme ça. Donc il a perdu une parcelle seulement par sa têtutesse. La morale de l'histoire ici, c'est que les gens ignorent trop le monde spirituel. Les gens se disent que bon, ce qui se passe de gauche à droite là, ce sont des balivernes, ce sont des âneries, donc les gens ne croient pas trop à ça. Alors qu'une personne normale doit être saisie de tout cela, doit comprendre que dans ce monde que nous vivons, nous ne sommes pas seuls. Et même quand on dit que les morts sont morts, il y en a de ceux-là, s'il n'est pas mort avant son temps, c'est normal que son esprit erre. Et sur quoi construire encore une maison sur sa tombe, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc voilà, c'est l'histoire que j'avais à te raconter aujourd'hui, car j'en ai plein. Mais je t'envoie d'abord celle-là. En tout cas, je prie et je vous en prie, mes chers frères et sœurs, de faire très attention, mais d'être prudent. Le monsieur, il a construit une maison, il a dû dépenser des millions à l'achat d'abord de la parcelle et à la construction de la maison, mais aujourd'hui, il s'enfuit de cette maison, c'est pas quand même bien. Voilà pourquoi, lorsque nous avons quelqu'un qui nous parle, qui nous dit quelque chose, ben, nous devons écouter. Donc, c'était ça l'histoire. Bien des choses à vous. Et likez, commentez, donnons de la force à DMG, car ceci est pour nous aider. Ce concept est là pour nous aider, pour éveiller les consciences. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, je suis de nationalité gabonaise. Je vais raconter mon histoire. Mon histoire débute quand mes parents m'ont envoyé pour étudier au Sénégal.
J'étais en classe de 6e. Je suis allée avec la sœur jumelle de ma mère parce qu'elle partait en formation. Je suis allée aussi avec ma petite sœur après. Quand elle a fini sa formation, elle est rentrée. Elle nous a laissés là-bas. Continue jusqu'en classe de terminale. Ben, j'ai rencontré un Béninois qui était à l'école d'ingénieur de Dakar. Il disait qu'il faisait les cours de maths. Et comme j'avais aussi quelques lacunes en maths, je lui avais demandé de me faire les cours de maths. Et il a commencé à me faire les cours de maths. Et il commençait à me draguer. Je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu sortir avec lui. Pendant 1 an, il m'a fait la cour. Après, je lui ai dit que je vais t'avoir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, j'étais jeune et naïve. Après les 1 an et demi, je ne sais pas comment j'ai commencé à sortir avec lui. Donc, on a commencé à sortir ensemble jusqu'en classe de... J'ai commencé à sortir en classe de première avec lui. Et quand je passais en classe de terminale, lui il partait à Bamako au Mali et je l'ai joint là-bas. Je suis allé passer le bac au Mali. Et de là, on était toujours ensemble. Je dis, ok, comme j'ai le bac, je vais m'inscrire à l'école d'infirmière et commencer à faire la formation d'infirmière. C'est là où ma grande soeur m'a dit, ah, comme tu as eu le bac, c'est bien, on va t'envoyer à Paris. J'ai dit, ok, ben, je découvre à la longue que je suis enceinte de mon premier fils. Mais je n'ai pas dit à ma grande soeur. On a fait toutes les démarches, j'ai eu le visa étudiant pour aller en France. Je suis partie à Paris. Après, lui, il est resté. Et quand je suis allée, il m'a dit qu'il avait un ami là-bas et tout. Et je suis allée d'abord rester chez l'ami. Et la femme de l'ami ne voulait pas me voir. Elle pensait que j'étais peut-être la copine du gars. Mais après, ma mère m'a appelé pour me dire que j'ai ma tante qui travaille à l'ambassade du Gabon à Paris. Et j'ai appelé ma tante. Ma tante m'a dit d'aller la rencontrer. Et elle m'a amené chez elle. Et c'est comme ça que j'ai accouché, mais avec difficulté. J'ai eu ce qu'on appelle l'éclampsie. Je restais presque 2 semaines dans le coma. Mon fils est né prématuré. Mais lui, après, il est venu nous joindre à Paris. Mais il avait déjà sa grande sœur là-bas, mais sa grande sœur ne voulait pas m'héberger. Et lui, il a été hébergé par sa grande sœur. Au fil des temps, moi, je commence à faire une formation en hôtellerie. Et je trouve le travail à Euro Disneyland. C'était en construction. Donc, j'ai commencé à travailler à l'hôtel Holiday Inn de Marne-la-Vallée chez Si. C'est nous qui avons fait l'ouverture de cet hôtel-là. Et de là, lui, il ne travaillait pas. Naïf que j'étais, je payais toutes les factures et après, il me dit, il va commencer un business. Je ne savais pas c'était quoi le but du business. Et il a commencé à aller au Bénin chez lui. Il a mené des sacs qu'il me disait d'aller à l'aéroport vers très tôt le matin, aller récupérer ces sacs-là. Je ne savais pas ce qui était dans les sacs. Donc, je récupérais les sacs et j'allais lui donner ces sacs-là. Un jour, l'une de ses sœurs me dit, ah, mais tu sais que tu as la chance, hein? On est allé chez un marabout qui nous ont dit que c'est toi qui donnes la chance à notre frère. C'est pour ça qu'il ne fait que gagner beaucoup d'argent. Je dis que c'est quoi ça, Carole? De quoi tu parles? Et j'ai laissé passer comme ça. On est resté à Paris. Après, il a commencé. Avec la curiosité, je voulais savoir c'était quoi les sacs que je récupérais. Mais c'était des sacs de drogue que moi, j'allais récupérer tout le temps à l'aéroport de Paris. Et je lui donnais ça, il allait vendre. Il allait, je ne sais pas à qui, il allait livrer ça. Et ça a continué comme ça jusqu'en 2004. Après, j'avais laissé ma boîte à lettres au Mali ouverte et les amis nous ont appelés pour dire qu'il y a une grosse enveloppe qui vient des États-Unis. Parce qu'avant de quitter le Mali, j'avais joué à ce qu'on appelle la loterie Visa. J'ai dit, ok, je vais prendre, envoyez-nous ça. On les envoyait de l'argent, ils nous ont envoyé l'enveloppe. Et c'était effectivement ça, c'est moi qui ai gagné la loterie Visa. Mais étant jeune et naïf, j'avais peut-être 22 ans ou 23 ans comme ça. Il m'a dit, ok,
comme tu as gagné la loterie Visa, c'est mieux qu'on parte aux États-Unis. On va faire un faux mariage. Tu vas m'épouser. Et puis, toi et moi, on va aller aux États-Unis ensemble. Mais il avait déjà un ami béninois ici qui m'avait dit que, ah, il faut venir toute seule. Ne viens pas avec lui. J'ai dit, mais pourquoi c'est le papa de mes enfants? Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. On est venus tous ensemble aux États-Unis. En venant aux États-Unis, il m'a fait transporter 18 heures de vol, la drogue dans le vagin. J'ai enfoncé la drogue dans mon vagin pour venir jusqu'aux États-Unis. On est arrivé, Dieu merci. Ce jour-là, on était à l'aéroport de Washington, D.C. Il y avait beaucoup de chiens. Dieu merci, ces chiens-là ne m'avaient pas reniflé. Mais si ces chiens-là m'avaient reniflé, je devais être en prison. Et ça s'est passé en 2004. Et de là, on rentre aux États-Unis. On est là, la première, 2004. On est venu pour faire la green card et tout. Je repars sur Paris avec le petit. Après, je reviens encore. On habitait maintenant chez l'un de ses amis comme ça là. Et il a eu beaucoup d'argent. Je ne savais pas que dans le derrière de sa tête, il m'exploitait seulement. Il m'utilisait. C'est là, quand on revient en 2008, il est de nationalité béninoise, il rencontre une Togolaise. Et j'étais maintenant enceinte de notre deuxième garçon. Et c'est de là où il commence à me faire toutes les misères du monde. En complicité avec ses sœurs. Quand je l'ai connu, il n'était rien, il n'avait rien. Je suis partie même chez eux au Bénin. La maison de leur père n'était rien. Et quand on a eu cet argent-là, il a envoyé l'argent au Bénin chez lui pour qu'on puisse monter la maison de son père en haut, faire les travaux, essayer de retaper. Il m'a seulement dit, ok, quand on va être bien et tout, on va prendre l'argent, on va payer un terrain au Gabon. Chose qu'il n'a jamais fait. Et de là, on revient aux États-Unis, il commence à me maltraiter, étant enceinte. L'argent on a fait, le trafic là, il a pris ça, il a fui avec l'argent avec une Togolaise. Il n'a plus jamais réapparu dans ma vie. Il a seulement signé les papiers de divorce. Et comme ici, là, ma mère m'avait dit que j'ai un cousin aux États-Unis, à Atlanta, c'est comme ça que je suis allée rester chez mon cousin à Atlanta. Quand je suis allée rester chez mon cousin à Atlanta, il a fait semblant de venir ses hypocrites de sœurs et ses hypocrites de sœurs et sa maman me dit, oh, faut laisser avec Dieu. Je dis que je vais laisser avec Dieu comment? Il me dit, oh, il va me rendre 11 millions dans l'argent avec l'argent qu'il a fui avec. Jusqu'aujourd'hui, il ne veut pas me rendre mon argent. Maintenant, il a laissé la Togolaise. Il est maintenant parti épouser une Béninoise qu'il a fait venir ici aux États-Unis. C'est quoi le but de mon histoire? Parce que quand mes tantes me disaient que les Béninois, ce n'est pas des gens bien. Parce que j'ai une tante qui était venue au Sénégal qui m'a dit que ah, toi, tu es avec ce Béninois-là, ce n'est pas des gens bien. Ce n'est pas une race à épouser. C'est des gens qui fétichent les jeunes filles pour les exploiter. Et puis après, quand ils gagnent de l'argent, ils fuient. Et effectivement, quand je m'assois, je me dis, donc ma tante avait raison. Mon histoire, c'est pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes filles, surtout nous, en particulier la plupart des femmes de l'Afrique centrale. Ce n'est pas la peine de pouvoir se dire qu'on va chercher, surtout les Béninois, la race béninoise ou les Togolais. C'est des gens à se méfier, quoi. Et après, à la longue, il commençait à ne plus avoir de l'argent. Quand il est parti avec la Togolaise, il n'avait plus de l'argent. L'une de ses sorcières de sœurs dit, ah, il faut prier pour lui, pardon. Il faut prier pour lui. On est allé voir un marabout qui a dit qu'il t'a fait du mal et que tu as mal au cœur. C'est pour cela que toutes ces choses ne fonctionnent plus. J'ai dit, Carole, tu peux tout dire. Si toi, tu as des enfants, qu'on faisait ça à tu as une fille, non? Qu'on fasse ça à ta fille, comment tu vas réagir? Et c'est comme ça que, jusqu'aujourd'hui, là, il raconte, au départ, quand il m'a connu, moi, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. J'étais comme
quelqu'un qui accepte tout ce que l'homme te dit de faire, tu vas faire. Mais au fil du temps, je prends de l'âge, je n'ai plus jamais accepté. Il est en train de monter la tête à mes enfants. Il raconte des conneries à mes enfants. C'est moi-même qui ai élevé mon deuxième garçon, mais il n'avait même pas accès à l'enfant. Mais depuis qu'il est en contact avec l'enfant, comme on dit que les Béninois font les fétiches aux enfants qu'ils font avec les femmes pour pouvoir que la mère souffre ou bien, et c'est ce qui m'arrive en ce moment-là. Il a pris l'enfant en Noël, il allait dire du n'importe quoi sur moi à l'enfant, et maintenant l'enfant a maintenant des réactions bizarres. Et c'est ça mon histoire. Et si vraiment les jeunes filles de dehors peuvent penser avant de sortir avec un homme et de regarder, elles ne feront pas ces erreurs-là. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour toute la communauté de DMG TV. DMG, je te suis maintenant depuis quelques mois. Je suis originaire des Antilles françaises. J'ai été élevée avec ma grand-mère et j'ai eu quand même beaucoup d'histoires, on va dire mystiques. On a quand même une culture en tant que descendant africain du mystique. Mais j'étais loin d'imaginer à quel point en 2023, ce mystique pouvait être encore aussi fort en Afrique. Mais vraiment, on le vit quand même aux Antilles, mais je dirais pas aussi fort. Vraiment pas aussi fort. Je reviendrai une prochaine fois pour mon histoire personnelle, l'histoire que j'appellerais ma vie en enfer avec un mari de nuit. Mais pour l'instant, je voudrais juste alerter les parents, parce que moi aussi je suis parent. On a peut-être tendance à laisser nos enfants trop devant les écrans, c'est le fléau actuel. On se dit on va faire à manger, on laisse l'enfant quelques minutes devant un dessin animé, on regarde, on a le contrôle parental, etc. Mais je souhaite alerter les parents, avec toutes les histoires qu'on entend sur DMG TV, on ne peut qu'être sur nos gardes. Aujourd'hui, je mets mon enfant devant un dessin animé, je ne vais pas nommer de nom, pour ne pas que ça te porte préjudice. Je vais faire à manger et j'entends quelque chose, j'entends une discussion, je reviens sur mes pas, je regarde, je vois mon fils assis devant un dessin animé. C'est un ours avec une petite gamine qui sont... je sais pas, j'ai l'impression plutôt que l'ours a adopté la petite gamine, c'est peut-être sa petite fille ou sa meilleure amie, on comprend pas trop des fois leur statut, enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et en fait, l'ours est en train de pêcher et il est attiré par, en réalité, une sirène qui a l'apparence de la petite fille que cet ours-là aime particulièrement. Donc, elle l'attire avec lui, donc sous les eaux, ils vivent sous les eaux, mais la petite fille, elle fait tout pour retenir, la petite fille sirène fait tout pour retenir l'ours. Et ça me rappelle des histoires. Et je dis à mon fils qui est petit, qui a 3 ans à peine, je dis à mon fils, comme ma mère m'a toujours dit, ma grand-mère m'a toujours dit, si un jour tu rêves dans tes songes, quelle que soit la personne qui t'appelle, c'est surtout la personne que tu aimes, qui va t'appeler, qui va te dire, est-ce que tu viens avec moi? Dis toujours non. Ça peut être ta mère, ça peut être ton grand-père, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ton frère, la personne souvent que tu affectionnes le plus. Elle prend son apparence. Je ne sais pas si c'est le diable, si c'est une entité, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas dans le mystique, je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne peux pas qualifier la personne ou l'entité ou le défunt ou je ne sais pas qui vous attire. Mais en tout cas, ma grand-mère m'a toujours dit, si jamais dans tes songes, quelqu'un t'appelle, quelqu'un revêt notre apparence ou l'apparence des défunts que tu as connus ou des personnes que tu as aimées, te tend la main et te dit, viens avec moi, est-ce que tu viens avec moi? Ne dis jamais oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon fils, même s'il ne comprend pas, même s'il ne parle pas, je lui ai quand même dit,
attention à ce que vous mettez à la télé pour vos enfants. C'est anodin, mais quand l'enfant il regarde, l'enfant il enregistre tout. Il se dit quoi? Donc ça veut dire que demain, mon enfant peut rêver que je viens et je l'emmène sous les eaux et je lui demande, ou je lui tends ma main et je lui dis de venir et il me suit. Il l'a vu dans les dessins animés. Pourquoi il ne va pas le faire dans ses songes? Attention mes amis, attention, attention. Des messages sont à passer, même à travers les dessins animés, les messages y passent. Attention, mes très chers amis, la communauté, attention à vos enfants. Je vous remercie DMG, je ne sais pas quand est-ce que vous passerez cet audio, si vous le passerez un jour, mais en tout cas, merci pour tout ce que vous faites, parce que même moi qui suis originaire des Antilles, j'apprends beaucoup de choses, je comprends beaucoup de choses que ma grand-mère me disait et qu'elle me dit actuellement qu'elle a vécu. Moi, je me disais que c'était des choses, des paroles, mais je me suis dit, ma grand-mère, elle a déjà un âge, elle divague un peu. Non, elle ne divague pas, les anciens ne divaguent pas, c'est des choses qui se passent, que j'entends des témoignages tous les jours, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et nous, aux Antilles, on a perdu une certaine part de ce mysticisme-là. J'espère qu'il y a beaucoup de mes congénères qui écoutent, qui apprennent vraiment. Merci DMG pour tout ce que tu fais. J'espère que ça sert de leçon au quotidien pour tout le monde. Je remercie la communauté qui fait vivre aussi DMG TV. Je vous suis uniquement sur YouTube, je ne suis pas trop Facebook, etc. Mais s'il vous plaît, aimez, likez, partagez. Je le fais autant que je peux. Je raconte les histoires aussi autour de moi quand j'entends, parce que pour moi, c'est la seule manière de faire de la prévention. Je vous remercie encore DMG pour tout ce que vous faites. Merci, bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG TV. Je suis gabonais, je suis pas actuellement au Gabon, je suis à l'extérieur. Mais je viens vous raconter une histoire d'une sœur de chez nous au Gabon. C'est passé, il y a de cela peut-être, je crois, 10 ans comme ça. Il s'agit ici de l'histoire d'une petite qu'on a initiée à la sorcellerie à l'âge de 9 ans. Donc, ça se passe à cheval dans 2 provinces, province de la Nyanga et du Moyen-Ogooué. Donc, tout débute lorsque sa maman, je vais la nommer Estelle, et la petite, je vais la nommer Kadi, décide d'aller déposer sa fille chez sa grand-mère Denise. Denise reçoit l'enfant et Estelle décide d'aller déposer l'enfant chez sa grand-mère pour aller se chercher en capitale, donc Libreville. Du coup, elle laisse l'enfant pendant les vacances là-bas. Et puis arrive la période scolaire. La grand-mère décide d'envoyer la petite chez sa tante qu'on va nommer Maggie. Voilà, sa tante Maggie. Bon, chez sa tante Maggie et Jérôme, son mari, le mari de Maggie, sa tante. Voici comment la petite se retrouve là-bas. Une semaine, c'est tranquille. La deuxième semaine, elle a commencé à faire des rêves. Sinon, la petite Kadi, elle a commencé à faire des rêves où elle voyait sa grand-mère venir avec une mixture, des feuilles écrasées, des trucs. Elle venait frotter à l'enfant, elle mettait dans la bouche, elle mettait aux narines, elle frottait aux narines, elle frottait aux oreilles, je crois jusqu'à son anus. Je ne sais plus si ça allait jusqu'au vagin. Bon. Excusez-moi le terme. Voilà. Elle l'a fait pendant peut-être 1 mois. C'est vrai que les rêves ne se faisaient pas chaque jour, mais toutes les fois qu'elle faisait ce rêve-là, c'était la même chose qui se passait. 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà, pendant 1 mois. Jusqu'à ce qu'un jour, la petite Kadi se surprend de se retrouver à l'extérieur de son corps. Lorsqu'elle se retrouve à l'extérieur de son corps, elle voit à ses côtés, il y a sa grand-mère, Denise, et sa tante Maggie, qui sont là, debout à ses côtés. Elle pose la question que, mais attends, je suis mort. Oh non,
tu es là, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. C'est juste que voilà, on va t'expliquer, voilà, calme-toi, ne panique pas. Deuxième chose encore qu'elle est donnée de voir, c'est qu'elle est plus âgée. Donc elle avait 2 fois son âge dans le monde spirituel. Comme je vous ai dit, elle avait 9 ans dans le monde réel. Et dans le monde spirituel, elle avait 2 fois son âge, donc 18 ans. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est comme ça. Ok. On dit, on va aller te présenter à ton grand-père. Elle dit, ah, mon grand-père. Oh oui, allons, tu vas voir. Mon grand-père. Ok, allons-y. Elle arrive, elle voit le grand-père en question, elle ne le reconnaît pas, elle ne le connaît pas. Lui, il la reçoit, il la connaît. Il dit, ah, ma petite fille Kadi, vraiment, je t'attendais depuis là et tout. Elle dit, ah, mais moi j'ai connu mon grand-père. Et c'est pas vous. Il dit, effectivement, celui qu'on t'a montré là, en vérité, n'est pas ton grand-père. Avec ta grand-mère que tu vois ici, Denise, on a eu 3 enfants. Donc ta tante Estelle, ta tante Maggie, et l'autre tante qu'on va nommer Kadi. Et ta tante Kadi. Donc ta maman Estelle, ta tante Maggie et ton autre tante Kadi. Mais ton défunt grand-père là-bas, celui que tu appelles ton grand-père, avec ta grand-mère, ils n'ont qu'eu un seul enfant. Donc je vous signale ici que ces enfants-là ont été conçus dans le monde spirituel et la maman, la grand-mère, Denise venait les accoucher dans le monde réel. Ok, maintenant, l'oncle ici, donc le garçon en question, on va le nommer Isaac. L'oncle Isaac. Parmi les 4, comme je vous ai dit, il y a 4 enfants. Il y a 3 filles, un garçon. Donc, la maman de Kadi, qui s'appelle Estelle, la tante Maggie, l'autre tante Kadi, et le garçon Isaac. Voilà. Donc, on progresse. C'est comme ça, il va dire, bon, pour cadeau, je vais te donner la capacité de te transformer en singe, de te métamorphoser en singe. Cela te permettra de dérober les choses, voler, soutirer tout ce que tu voudras. Ok. Maintenant, il a remis à la petite... Bon, il a donné à la petite sa première mission. Il a remis à la petite une espèce de thermomètre mystique. Thermomètre mystique là, te donner la capacité de mesurer les étoiles des gens dans le monde réel. Tu marches avec, tu mesures l'intensité de l'étoile de la personne. Plus ça brille, si ça brille vraiment suffisamment selon les conditions des étoiles qui doivent amener là-bas, elle dérobe les étoiles. Et c'était ça son boulot, elle devait le faire à l'école. Donc elle est allée, elle a commencé à faire sa mission. À chaque fois qu'elle dérobait les étoiles, on lui offrait des cadeaux. Donc on l'a offert aussi la capacité de se métamorphoser en serpent pour se faufiler dans les maisons des gens, tout et tout. On leur a donné la capacité de se métamorphoser en lion, ou d'avoir cet esprit-là en elle, pour qu'elle n'ait pas pitié quand il s'agit d'agir. Le lion était là pour 2 choses: l'aider à se défendre et attaquer en même temps. C'était aussi le lion de la finition. Donc, quand dans le cercle, je décide de sacrifier mon enfant, c'est elle qui passe venir chercher. Souvent, quand vous entendez, comme elle a expliqué, souvent quand vous entendez quelqu'un au seuil de sa mort dire, oh, ils sont là, ils arrivent me chercher. C'est si lui-même qui a eu à faire le sacrifice se présente, automatiquement, la personne sacrifiée dira son nom. Donc, du coup, on envoie quelqu'un d'autre, personne que tu connais pas, qui vient chercher ton âme. Donc, c'était ça son rôle aussi dans ce cercle-là, comme elle a eu à le dire. C'est un cercle. Le cercle ici, je tiens à préciser que c'est une confrérie qui se fait qu'en famille, ou soit lorsqu'on a des liens, soit
mariage, des trucs comme ça. Je peux mettre ma femme à l'intérieur, je peux mettre mon mari à l'intérieur. Voilà. Il faudrait qu'on ait un lien pour appartenir au cercle. Ça n'appartient qu'à la famille. Contrairement à la Rose-Croix où n'importe qui, on peut amener n'importe qui. Voilà. Bon, maintenant, ils avaient une mission. Il y a une cousine. Je ne sais pas si je dois la nommer. Bon, ok, je vais la nommer. La cousine, c'est Julie. Donc, la cousine de cette petite-là se prénommait Julie. Ils avaient elle était enceinte. Vous savez, souvent enceinte les filles, nous les garçons. Et dans nos, comme on dit, Kungulu, dans nos choses là, on a fait on est ensemble, les relations des lycéens là et tout. Tu es enceinte là-go et tu vois quand tu fouilles tes responsabilités, tout ça. Du coup, le sorcier peut venir attaquer, peut venir même prendre possession de cet enfant sans qu'on consulte tes parents, vu que le plus souvent, parfois même, tes parents ne sont pas au courant. Donc, c'était le cas de Julie. Julie était enceinte et le père a décidé de renier la grossesse. Donc, il a renié la grossesse. Julie vivait chez sa tante à Libreville. Sa tante, qui est la maman de Kadi, donc chez tante Estelle. Bon, puisque c'était l'accouchement, on lui a demandé de passer là-bas, viens accoucher à la maison. Sinon, elle ne vivait pas exactement avec la maman de Kadi. Mais comme elle était déjà presque à terme, il fallait qu'elle aille rester chez la maman de Kadi. Comme ça, la grand-mère qui était chargée de leur donner les ordres, de leur transmettre les ordres, les missions, leur a dit que bon, là, la mission, ce serait d'aller aller prendre ce bébé-là. On doit prendre cet enfant-là. C'est comme ça. La petite avait encore un peu le sentiment, a dit, comme on dit dans le monde spirituel en question, elle a dit, ah, mamie Denise, comment? Oh, sa grand-mère s'est fâchée sérieusement. Elle était vraiment en colère. La mamie Denise en question, elle lui a blâmé que ici dans le monde spirituel, on ne s'appelle pas par nos noms. On doit s'appeler par les noms de code. Ici, une fois que tu as donné, dès que un autre sorcier entend ton nom, tu as découvert, tu es mort. Ne prononce plus jamais le nom de quelqu'un ici. Plus jamais. Ok. Ils sont partis. Puis ils arrivent la première fois. Malchance, au moment où ils arrivent, eux, ils s'apprêtaient à dormir, la tante, sinon la maman de Kali. Ils ont fait une petite prière avant de dormir. Donc, quand ils ont eu à prier, en priant, et quand ils sont allés dormir, ils n'ont pas eu accès à la maison. Ils ont essayé de rentrer dans la maison, ils n'ont pas pu. Ils ne voyaient que du feu. Ils sont repartis. Quand ils sont repartis, ils ont senti que il nous manque un peu de force, de pouvoir et tout. C'est comme ça, la grand-mère a eu pour idée d'aller créer une union entre la fille de la sirène dans les lacs de Lambaréné. Lambaréné ici, c'est le Moyen-Ogooué. Je ne sais pas si j'avais déjà dit pour présenter la ville au départ. Capitale provinciale du Moyen-Ogooué, dans le Gabon. Donc, il y a des lacs un peu par-ci, par-là, là-bas. Donc, ils sont allés rencontrer une sirène. Ils ont fait l'alliance. Donc, ils ont organisé l'alliance de la fille, de sa petite fille, donc de Kadi, avec avec le fils de la sirène, pour qu'ils aient encore plus de pouvoir. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils sont repartis à la charge. Comme je vous ai dit, Julie était quasiment à terme. Donc, c'est comme ça. L'oncle, je l'ai même nommé comment? L'oncle Isaac, voilà l'oncle Isaac, le fils du grand-père dans le monde réel. Lui, c'était un grand croyant. Et comme la petite l'a signifié, c'était facile pour eux de reconnaître des grands croyants parce que ils avaient d'abord à la base une petite poudre qui les permettait d'éteindre la foi de quelqu'un.
Et cette foi-là se reflétait comme une flamme. Donc, ce qu'on appelle l'image de la personne dans le monde spirituel. Donc, elle dit que dans le monde spirituel, la petite Kadi, que dans le monde spirituel, quand il rencontre un chrétien, il est représenté sous la forme d'une flamme. Et plus la personne croit en Dieu, plus sa flamme est intense. Et lorsqu'ils ont la chance de tomber sur les nouveaux convertis et que leur flamme n'est pas assez intense, ils avaient une espèce de poutre qui les permettait de t'éteindre la flamme. Donc tu te retrouves du jour au lendemain, tu étais lancé, après tu abandonnes direct, tu désistes. Tu abandonnes l'église, tu repars encore dans la perdition. C'était ça. Bon, maintenant, l'oncle là a décidé de passer encore le soir quand ils sont revenus. Donc, malchance pour eux, au moment où ils reviennent avec un peu plus de force, sinon de pouvoir, s'il fallait dire ça comme ça, de puissance spirituelle, ils trouvent maintenant l'oncle à la maison. Et l'oncle est venu la prier. Malchance pour eux, c'est que l'oncle est venu, eux, ils étaient déjà dans la maison. Donc, quand l'oncle est rentré, en priant, ils ont reçu comme des bombes. Elle dit à cet instant-là, chacun s'est retrouvé seulement sur son lit avec des douleurs atroces, les chocs. Mais le souci, c'est que chez eux, dans ce monde-là, on les interdit de, comment on appelle, de faillir à une mission. Pour ne pas faillir, il faut à tout prix accomplir la mission. La grand-mère est revenue malgré les chocs. Elle est revenue. Que non, il faut qu'on achève la mission. Ce qui s'est passé, ils ont prévu d'attaquer pendant l'accouchement. Accouchement, ils sont allés. Pendant l'accouchement en question, l'oncle encore était à l'hôpital. L'oncle a prié avant que Julie n'aille au bloc. Cette fois-ci, ils n'ont pas forcé, ils ont rétrogradé. La grand-mère a dit, dans ce cas, si elle réussit à bien accoucher, on va buter l'enfant. L'oncle s'est légèrement déplacé. Quand ils ont su que l'oncle s'est déplacé, ils sont arrivés. Je vous explique là. Hein. Là, la partie la plus bizarre, c'est celle-ci. C'est qu'ils sont rentrés dans le ventre de Julie pour aller prendre l'enfant. Arrivé dans le ventre de Julie, il y a eu un souci, c'est que l'oncle, avant de partir, a prié. Donc, ils sont arrivés, comme elle-même elle le précise bien, elle dit que dans le ventre d'une femme enceinte, le ventre d'une femme enceinte, autant pour moi, est balèze, plus balèze qu'une ville, tu n'as pas idée. C'est vraiment gigantesque. Donc, ils ont pénétré, ils sont arrivés devant l'enfant. S'il fallait dire devant l'esprit, sinon l'âme de l'enfant et tout. Mais il y avait un souci, c'est que le bébé était comme allongé sur une espèce de table ou un lit, donc l'âme ou l'esprit, je ne sais plus. Mais il y avait un lion qui couvrait le bébé. Et le lion en question était tellement impressionnant que le lion n'a même pas eu besoin de rugir ou dire quoi que ce soit. Le lion les fixait seulement. Rien que le regard du lion les a rendus glacés. Ils ont demandé à la petite que toi, comme tu as la capacité de te transformer en lion, va te battre contre le lion. La petite a dit que jamais, le lion que moi je vois là, c'est pas un lion à 2 balles comme le mien là. Je me transforme, je vais tenir la bagarre là, c'est faux. Petite, ils ont essayé d'insister là, elle a dit non, moi je peux pas prendre le risque là, je pars là, c'est la mort. Comme elle-même elle a eu à dire que ça c'est un lion, comme on le dit dans les cantiques, le lion de la tribu de Juda qu'elle a vu là-bas. C'est un lion vraiment impressionnant, c'est pas le lion que quand elle se transforme, elle sent que c'est un lion impressionnant. Celui-là c'était un lion dont la carrure bien propre, c'est quand on voit les lions un peu dans les films, des bons lions vraiment balèzes, costauds. Ils ont rétrogradé, ils n'ont pas pu. Voici maintenant que la grand-mère a décidé. La petite Julie a accouché. Bien. Ils sont là devant l'enfant, mais personne ne les voit. Personne n'arrive à les voir. L'oncle est revenu. Non, l'oncle n'est pas d'abord revenu. Excusez-moi. C'est comme ça. Le bébé est déjà né. Tant posé là dans la couveuse ou quoi.
la grand-mère a fait sortir une espèce de machine qui est un dispositif bizarre qu'elle a posé sur l'enfant qui avait pour rôle de faire monter la température de l'enfant à un niveau pas possible jusqu'à ce que l'enfant a la. C'est comme ça, il y a eu la panique à l'hôpital. L'oncle est venu. Au même moment, il arrive. Ah, voici la situation. Vraiment, on ne comprend pas. La température de l'enfant ne fait que monter, ne fait que monter, monter. C'est comment? Il a posé sa main sur l'enfant. Il a prié, il a prié, il a prié. Comme tu entends la DMJ. La machine en question s'est dissoute. Direct, ça s'est dissous. Et dans la même ambiance de la prière, là, ils ont encore reçu des chocs. Comme elle disait que c'était comme des bombes. Quand la personne dit au nom de Jésus, eux, ils encaissent ça comme des bombes. Et quand ça les frappe, ça les balance chacun là où ils étaient. Et là, elle dit que non. Et les chocs là, dans la vie réelle, se reflètent comme des AVC. Tu vas voir une paralysie du pied, oh, c'est l'arrêt cardiaque, ou bien les AVC qui paralysent les gens, des trucs comme ça. Mais en tout temps, c'est les chocs qu'ils encaissent, que nous on voit dans le monde réel comme étant des AVC. Je ne dis pas que tous ceux qui font des AVC sont forcément dans ces choses-là. Hein. Voilà. Donc, c'était ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Furieux, ils sont répartis dans le monde spirituel, ils ont été menacés. C'est comme ça. Je sais plus. L'oncle a eu une vision. L'oncle a eu une vision que, voilà, je fais la vision que ta fille était là. Et ta fille, on l'a mis dans les choses et tout. L'oncle, comme on a dit, il s'appelait Isaac, qui dit à Estelle, la mère de Kadi, que j'ai vu ta fille. Comme ça, la mère était un peu triste là. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a décidé de récupérer sa fille. Donc, les grandes vacances, elle a attendu que les grandes vacances arrivent. Elle a récupéré Kadi. Au moment où Kadi partait, la grand-mère et tante Denise, ils ont dit, on va faire une dernière sortie pour aller voir la sirène, voir comment on peut faire et tout. Ils ont décidé de faire la nouvelle sortie. À sa grande surprise, il y a quelqu'un qu'elle n'avait pas encore vu. Sinon, 2 personnes qu'elle n'avait pas encore vues. Elle part trouver là-bas le mari de sa tante. Le mari de sa tante, comment elle s'appelle? Sa tante Maggie. Le mari de sa tante est là. Mais ce qui la surprend, parce que ce qui la surprend plus, c'est de trouver son cousin qui est mort il y a de cela plusieurs années. Là-bas. Son petit cousin est là. Elle le trouve en train de nettoyer une espèce de soucoupe. Il fait l'entretien de la machine, il met le carburant. Il dit, mais tantine, ça c'est pas... Ah oui, c'est lui. C'est lui qui s'occupe de l'entretien de notre soucoupe là, et tout et tout. Ah bon? La soucoupe là fonctionne avec le sang humain. Le carburant là-bas, c'est le sang humain. Et tu entends le cousin en question, elle explique que tante Maggie et son mari, quand il y a eu le décès, il fallait voir comment ils étaient. Tante Maggie surtout était vraiment, on ne pouvait pas l'attraper, vraiment battue. Elle se jetait partout. Il fallait vraiment l'assister parce que c'était compliqué. Entre-temps, ce sont eux qui ont sacrifié l'enfant. Donc vous voyez, souvent on voit les gens pleurer la main en temps. Ils savent. Bon, ils sont allés voir la sirène et tout. La sirène a dit, vous n'avez pas pu amener quelqu'un ici. C'est maintenant ta mère que tu vas les tuer. On dit ça à Kadi. Donc Kadi devait tuer Estelle, ça qui est sa maman. Puisque tu es en train d'aller vivre maintenant là-bas. Parce qu'elle veut te séparer de nous. Ok. La petite, elle a beau bouder un peu là, mais bon. Ils l'ont persuadé que si tu ne tues pas ta mère, c'est toi qu'on va tuer. Elle est partie à la maison. Elle a essayé, je veux pour que ça soit court, elle a essayé 2 fois. La première fois, elle allait, elle s'est arrêtée devant la porte, elle n'a pas pu. Là, elle faisait un combat contre elle-même. Boum. Elle arrive comme ça. Là, elle sort d'abord mystiquement la première fois. Elle essaie d'aller. Rien n'arrive pas.
rentrer pour tuer sa maman, elle n'a pas pu rentrer dans la chambre. Elle avait aussi son côté humain, sinon l'amour de sa maman aussi jouait un rôle dans tout ça. Donc elle a lutté, elle n'est pas partie, elle est revenue en elle parce que c'était aussi déjà transformé en lion pour tuer sa maman. Elle a maintenant, sa grand-mère et sa tante sont arrivés pour lui dire non, si tu ne tues pas, voilà et tout. Ok, elle a essayé d'aller le faire maintenant sur le plan physique. Elle a pris un couteau, elle est arrivée, elle a réussi à ouvrir la porte, elle est rentrée, mais arrivée devant sa maman, elle n'a pas pu. Voilà, sa maman dans le sommeil, sa maman Estelle, dans le sommeil, entend quelqu'un pleurer. Quand elle ouvre les yeux, elle voit sa fille avec le couteau devant elle, mais elle pleure. Elle dit, oh mais qu'est-ce que tu fais là? Et tu fais quoi avec le couteau et tu pleures pourquoi? Ah, c'est comme ça, la petite a tout balancé. Comme ça, direct. Elle a tout balancé. Au moment où elle balance tout, on a appelé l'oncle. L'oncle en question, à la veille, donc la journée quand il était à la maison, il a d'abord été appelé pour un autre problème. Je vous ai dit qu'il y avait une tante. Depuis là, je vous ai pas dit ce qu'elle faisait. Donc la tante Mercia, elle, le souci c'est que elle était dans la Rose-Croix. Donc elle ne traînait plus avec eux. Comme le dit bien Kadi, elle était au haut level. Donc la Rose-Croix était au-dessus de leurs histoires de cercle. Mais le souci c'est que elle a voulu s'attaquer à Oncle Isaac. Quand elle a balancé les sorts sur Oncle Isaac, il y a eu retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, ça l'a fait péter un câble. Et le truc que faisait la tante Mercia, qu'on l'avait imposé dans sa loge là-bas, c'était qu'elle doit déféquer dans les sous-vêtements et ses enfants doivent laver ça. C'était ça, son pacte là-bas. Ses enfants lavaient ses sous-vêtements. Il lavait le pot. Si elle a déféqué dans le pot, ils doivent nettoyer ça. C'était ça le rôle. C'était ça son contrat là-bas. Donc, elle était plus puissante que toute leur clique réunie. Que les caddies, sa grand-mère et sa tante là-bas. Donc, du coup, quand elle a voulu s'attaquer à Oncle Isaac, elle a reçu le retour à l'envoyeur. Ça l'a fait péter un câble. Elle a commencé à, comme on dit chez nous, l'os, donc devenir un peu folle et tout et tout. Oncle Isaac là, ne sachant pas que voilà, c'est ce qui s'est passé, il allait la chercher, il l'a amenée à l'église. Donc, le temps là où la petite était à la maison, il n'avait pas le temps de venir pour venir peut-être prier pour elle, puisqu'il avait déjà eu la vision. Donc, ce temps-là, il était occupé là-bas. Il a amené la tante à l'église, ils ont prié pour elle, elle est ressortie de là guérie. Mais sauf une chose qui s'est passée, c'est qu'elle avait perdu tous ses pouvoirs. Et pour ça, elle en voulait encore plus. Oncle Isaac, elle est repartie à la loge, elle a récupéré ça et tout et tout. Je sais pas s'il charge les batteries ou quoi. Mais, en tout cas, elle était toujours dans son fala. Ça recherche comment nuire Oncle Isaac. Mais en tout cas, Oncle Isaac, on peut dire ici, c'était l'homme intouchable. Comme ça, quelque temps, il est descendu maintenant chez tante Estelle. Sinon, maman Estelle, la mère de Kadi. Elle arrive là-bas. Voilà, on l'a tout expliqué parce que maman Estelle l'avait appelé d'urgence que viens ici, ce qui s'est passé sur l'arrivée. On l'a expliqué tout dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Comme ça, il a décidé d'amener la petite à l'église. La délivrance était rude parce que ça signalait là-bas qu'elle était en danger. Qu'elle était en danger, il fallait la récupérer. Les alliances, tout ça, là, du côté des sirènes et tout. Donc c'était compliqué. Ils sont arrivés, ils n'ont pas pu la sortir de là. Jusqu'à ce que la petite a été délivrée. Elle s'est convertie au christianisme.
elle aujourd'hui, elle est ancrée à fond dans le church. Et comme elle l'a si bien dit, que ce qui la faisait beaucoup tiquer, c'était que toutes les fois on lui disait qu'elle est puissante, mais l'oncle Isaac, qui priait, arrivait à malmener la tantine Mercia, qui était au-dessus d'eux, spirituellement parlant. Donc tu vois que, comme elle l'a si bien dit, que ça a été facile pour elle de se convertir parce que elle a tout de suite compris que là-bas, c'est là où il y a la vraie puissance, quoi. Donc c'est juste pour dire à tout le monde que, franchement, toutes les fois que j'écoute des histoires que DMJ balance ici, que nous balançons, plus souvent c'est vraiment dangereux de abandonner les enfants avec nos parents ou avec, je sais même plus. Bon, le monde est vraiment dangereux au point où il faut vraiment faire les choses vraiment avec beaucoup de précautions. Parce que on ne va pas dire que tous les parents sont les mêmes. On ne dira pas aussi que tous sortent en vampire. Mais il faut vraiment être sûr avec qui on marche dans la famille, vraiment. Cette petite a été sauvée, rassurez-vous. Elle est toujours en vie actuellement. Donc c'était ça ma petite histoire. Il y en a d'autres, mais il faudra encore que j'ai vraiment l'occasion d'être seul comme ça pour vous le raconter parce que c'est pas facile ici. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour l'histoire, merci pour tous ceux qui envoient les histoires, merci pour tous ceux qui participent. Si tu as une histoire à raconter, envoie-le sur le numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici. Merci beaucoup pour la force. On se prend demain pour une nouvelle vidéo à 12h00. Voilà, ciao, ciao.